Dans cette vidéo, nous allons parler de la prophétie de Rudolf Steiner concernant les vaccins, la vaccination et ses effets sur les plans subtils énergétiques sur la vie intérieure des humains. Et dans la deuxième partie, je répondrai à beaucoup de questions que vous m'avez envoyées depuis quelques mois sur les différentes possibilités, les différents cas de figure, les différentes situations dans lesquelles on peut être confronté à ces vaccinations, les solutions, leurs impacts plus précisément sur des sujets plus pointus comme la vie dans l'au-delà en cas de décès. En tout cas, plusieurs questions que vous m'avez posées, ça sera en deuxième partie de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais saluer tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Vous savez qu'on a atteint les 40 000 membres sur cette communauté YouTube. Je voulais vraiment tous vous remercier de votre soutien, de votre bienveillance, de votre attention. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir partager avec vous l'enseignement essénien que je vis et j'expérimente depuis 30 ans maintenant. Alors merci du fond du cœur. Je voulais particulièrement saluer ceux qui nous regardent dans la communauté francophone du monde parce qu'on m'écrit depuis le Japon, l'Indonésie, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bien sûr tous les pays francophones d'Afrique, du Yémen, d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Sud. En tout cas, vraiment dans le monde entier, c'est super sympa d'avoir de vos nouvelles et de savoir que vous appréciez nos partages sur toute la surface du globe et que nos idées puissent circuler dans toutes les sphères du monde, c'est vraiment sympa. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas en France ou en Europe, mettez-nous-le en commentaire, ça serait super sympa de voir un petit peu, d'avoir d'autres petites lumières qui s'affichent sur la carte du monde. Moi j'aime ça, avoir une carte du monde dans ma tête et puis je pourrais mettre des petites punaises un peu partout pour savoir où vous êtes. Alors on rentre dans le vif du sujet, je vais commencer tout simplement par la lecture de cette fameuse prophétie de Rudolf Steiner qui date de 1917. On est en pleine Première Guerre mondiale, Rudolf Steiner enseigne intensément, il donne énormément de conférences, vous savez qu'il en a donné plus de 6000 dans sa vie, ça a été vraiment un dingue, c'était l'œuvre de sa vie, il voulait absolument... Je vais vous le situer en quelques secondes. C'est une âme qui s'est incarnée dans la tradition. C'est une âme pour nous, c'est un grand maître essénien d'abord, même s'il n'a pas utilisé ce vocabulaire. Il a essayé lui-même de trouver le nom, c'est toujours le problème. Il est allé dans la théosophie, puis finalement il a créé son mouvement qui ressemblait beaucoup plus à ce qu'il portait à l'intérieur de lui, qu'il a appelé l'anthroposophie, c'est-à-dire la connaissance de l'être humain dans sa globalité. Et aussi il a énormément utilisé le mot de science de l'esprit, parce qu'il s'est incarné au moment où la science matérialiste était absolument triomphante et commençait ses œuvres à travers la révolution industrielle bien sûr, mais surtout la Première Guerre mondiale qui est comme le premier pas concret posé sur la Terre qui montre qui était caché derrière la révolution industrielle, ce que lui a appelé les forces arimaniennes, c'est-à-dire sataniques, de destruction de l'humanité, de matérialisation et d'anéantissement, d'annihilation du monde spirituel. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des notions de cette idée dans un film qui s'appelle L'Histoire sans fin, un film plutôt pour enfants qui raconte comment le néant détruit tout le monde de l'imaginaire et comment l'imaginaire est en perte. Ça va être directement en rapport avec le partage d'aujourd'hui et ce que décrit Rudolf Steiner dans sa prophétie qui date, rappelons-nous-le, de 1917. Pourquoi il a sorti cette prophétie en 1917? Parce que c'est à ce moment-là que le destin de l'Occident a été scellé. 1917, c'est un tournant majeur dans la guerre. Étudiez un petit peu l'histoire si ça vous intéresse, vous allez voir. Il s'est passé des choses très importantes et tu sais, c'est un petit peu comme quand tu lances une pierre ou comme quand tu fais un acte dans ta vie et que ça scelle ton destin dans le sens où il va nécessairement y avoir une prolongation et des conséquences à la suite de cet acte particulier fondateur. Et 1917, c'est un tournant dans l'histoire du monde en réalité. Et c'est à ce moment-là donc, que Rudolf Steiner transmet cette information parce qu'il est un très très puissant clairvoyant qui a vu toute une destinée qui attendait l'humanité à cause de cet acte. Cet acte n'est pas survenu en 1917, il a été préparé par les décennies précédentes bien sûr, mais c'est vraiment là que l'irrémédiable a été commis et que nécessairement il allait se produire dans les décennies suivantes une succession d'événements qui mènent à ce que nous vivons notamment aujourd'hui, mais qui n'est qu'une étape comme un pas japonais, c'est juste un pas qu'on pose sur tout un chemin qui mène, en l'occurrence,
à l'anéantissement de la vie intérieure et de l'âme humaine. Je vais vous lire donc cette prophétie. Dans le futur, on éliminera l'âme par des médicaments. Sous prétexte d'un point de vue sain, donc sous prétexte de santé, un vaccin sera créé par lequel l'organisme humain sera traité dès que possible, si possible directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse développer la pensée de l'existence de l'âme et de l'existence d'âme et d'esprit. Aux médecins matérialistes sera confiée la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. Comme aujourd'hui on vaccine les gens contre telle ou telle maladie, ainsi à l'avenir on vaccinera les enfants avec une substance qui pourra être produite précisément de telle sorte que les gens, grâce à cette vaccination, seront immunisés d'être soumis à la folie, entre guillemets, de la vie spirituelle. Donc la vie spirituelle sera considérée comme une folie dont il faudra protéger les êtres humains. Ils seraient extrêmement intelligents, ces hommes, mais ils ne développeraient pas de conscience. Alors il a utilisé le conditionnel, mais on peut utiliser le futur. Ils seront extrêmement intelligents, mais ils ne développeront pas de conscience. Et c'est là le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement faire en sorte que le corps éthérique se détache dans le corps physique. Donc je vais en parler de ce qu'il sous-entend par là, ce qu'il veut dire. Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendra extrêmement instable. Et l'homme deviendra un automate, car le corps physique de l'homme doit être poli sur cette terre par une volonté spirituelle. Alors le vaccin deviendra une sorte de force arimanique, donc satanique. L'homme ne pourra plus se débarrasser d'un sentiment matérialiste donné, inculqué, transmis. Il devient matérialiste de constitution et ne peut plus s'élever au spirituel. Alors Rudolf Steiner, ses bouquins ne sont pas forcément faciles à lire. Ce sont des conférences qui ont été retranscrites en sténo. Alors il relisait toujours les notes avant qu'elles soient publiées, mais même en allemand c'est assez répétitif. Il avait la manie de répéter les mêmes phrases de plusieurs manières, donc vous avez énormément de répétitions. Et puis ça a été traduit, donc ça a été publié tel quel et ça a été traduit en français à partir de ce texte-là, donc souvent en français, c'est assez laborieux à lire, et je trouve ça un peu dommage. Les anthroposophes auraient peut-être dû faire ce travail de synthétiser les paroles pour les rendre beaucoup plus fluides, parce qu'on pourrait souvent enlever un tiers de la conférence de Rudolf Steiner pour garder les 2 tiers et avoir un propos beaucoup plus fluide et direct, droit au but. Mais il faut vraiment se rendre compte que c'est un être qui, dans un environnement pas forcément favorable, a amené avec une puissance incroyable une autre vision et a de toutes ses forces lutté. Il avait une alliance avec l'archange Michael et il a lutté de toutes ses forces contre les ténèbres qui envahissaient le monde à cette époque. Alors on peut parler du nazisme, mais il n'y a pas que. C'est vraiment toute cette industrialisation, cette transformation de l'être humain en créature commerciale, l'homo economicus, l'homme consommateur. Et un traitement de masse, une urbanisation encore plus grande, toute l'évolution des technologies qu'on connaît. Dans ce texte, Rudolf Steiner commence en parlant des médicaments et pas simplement de la vaccination, donc des médicaments. Et ça peut quand même, ou ça devrait quand même énormément nous faire penser aux camisoles chimiques, ce qu'on appelle camisoles chimiques, des traitements psychiatriques, et donc que c'est mon point de vue, ça peut ne pas être le vôtre, mais pour moi, la psychologie et la psychiatrie se sont développées dans cette direction. Alors il y a toujours des branches et puis des petits rejetons, des ramifications qui sont allées dans d'autres directions. Mais je pense et je trouve que principalement la psychologie académique, officielle, autorisée, et vous allez voir dans les années à venir, ça va être de plus en plus vrai,
ainsi que la psychiatrie se sont développés dans cette direction de gestion de l'être humain et de permettre aux êtres humains de vivre dans ces méga zones urbanisées, de coexister et de pallier aux problèmes que engendre un monde basé sur le matérialisme et sur l'urbanisation. Alors, ce qui est coaching développement personnel, vous voyez comme c'est de plus en plus encadré, de plus en plus circonscrit, comment le mot psychologie, de plus en plus, il est soumis à des règles, alors que dans le fond, il veut dire à la base connaissance de l'âme. Donc normalement, intérêt, connaissance de la vie intérieure de l'être humain. Mais il est de plus en plus encadré et canalisé dans une certaine direction. Les camisoles chimiques qui sont développées en psychiatrie, je pense que Rudolf Steiner parle déjà de ça. Et comme je vous ai dit, il n'y a rien qui apparaît de rien. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui apparaître à travers cette vaccination de plus en plus obligatoire mondiale et à l'évidence difficile à vraiment justifier ou au moins à expliquer avec logique et bon sens et rationalité, on parle quand même de produits expérimentaux qui est donné à des personnes même qui ne sont pas en danger. On parle de vacciner des personnes qui ne sont pas en danger elles-mêmes pour protéger des gens qui sont en danger mais qui eux-mêmes sont vaccinés, donc ils sont censés ne plus être en danger. Il me semble que se faire inoculer une maladie, c'est pour justement ne plus l'attraper. On parle d'un pourcentage, d'un taux de mortalité qui maintenant devient extrêmement faible. On ne parle pas des moyens de soigner ces maladies. On parle uniquement de la vaccination, alors qu'il existe des moyens de la soigner, donc elle n'a pas un taux de mortalité si préoccupant. En tout cas, il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire penser que ce n'est pas normal. Oui, bien sûr, on parle aussi de produits qui ne sont pas autorisés, qui sont en phase expérimentale et qui sont obligatoires alors qu'ils sont expérimentaux, ce qui est quand même hallucinant, on n'a jamais vu ça. Bien sûr, on voit bien en filigrane derrière tout ça les pions qui sont avancés pour créer une nouvelle normalité pour l'humanité avec des obligations de toutes sortes, des obligations de sortir, de ne pas sortir, de rester distant, de ne pas se rencontrer par le virtuel, en tout cas, on voit bien tout ce qui vient avec. Donc c'est vraiment des pions qui sont avancés sur un échiquier et ça n'apparaît, alors on le voit aujourd'hui, alors ça nous choque, ça nous étonne, ça nous écœure, ça nous met en colère, tout ça, mais ça n'apparaît pas de rien. Il faut vraiment replacer ça, c'est très important de reprendre de la distance. C'est comme quand il t'arrive quelque chose dans la vie, ne t'énerve pas, mais regarde comment tu en es arrivé là. Reprends le fil, remonte le fil des événements afin de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Sinon tu restes prisonnier avec une image qui survient comme ça devant toi dans ta vie et qui bien sûr n'a pas nécessairement de sens et d'explication, surtout quand elle est désagréable ou souffrante. Donc on remonte le fil, on s'aperçoit par exemple qu'il y a de plus en plus d'obligations vaccinales, qu'il y a très peu de temps, seulement 3-4 ans je pense, en France par exemple, que le nombre d'obligations vaccinales a été augmenté et a été beaucoup plus fermement imposé dès la naissance. Mais on ne fait que remonter. On voit les camisoles chimiques en psychiatrie, on voit l'augmentation du trouble de déficit d'attention, de la dépression, de l'anxiété, de la bipolarité. On voit une augmentation des problématiques, on appelle ça pudiquement la santé mentale, avec de plus en plus de prescriptions, la banalisation de la prescription d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Il faut regarder ça dans la perspective des événements, dans la séquence des événements, afin justement voilà, de ne pas penser que les choses surviennent par hasard maintenant et que ça serait la faute à Rothschild ou Bill Gates ou l'OMS. Voilà. Je trouve que tout ça n'a pas réellement d'intérêt. Quel est le visage ou le nom spécifique du porte-parole, du messager de ce qu'on vit? Il ne faut pas tuer le messager, on dit en anglais. Il ne faut pas tirer sur le messager, il n'est que le messager de quelque chose. Parce que tu vois, il faut reprendre nos responsabilités et se dire que ce qui arrive en ce moment, même si c'est contre notre volonté, contre nos croyances, contre nos valeurs, contre nos envies, nous avons une part de responsabilité, donc nous devons regarder et se dire, nous sommes, chacun de nous, le visage de ce qui est en train d'arriver. Tu vois, c'est un visage collectif, c'est un égrégore. Dans les anciens temps, on appelait ça un dragon. Quand tu vois dans les mythes et légendes, un dragon arrive, en réalité on parle d'un égrégore, un être collectif, constitué de multiples pensées, de multiples paroles, de toutes les envies, de toutes les idées qui ont été émises et qui s'assemblent, qui s'agglomèrent,
qui s'agrègent par affinité. Qu'est-ce que j'ai fait moi-même dans le passé qui valide, qui vote pour ce qui vient vers nous en ce moment, qui nous est imposé de l'extérieur? Est-ce que j'ai cru profondément en la science, la recherche, la santé, la nécessité de ne pas mourir? Est-ce que j'ai cru que la vaccination dans le passé a sauvé l'humanité? Est-ce que j'ai cru que c'était une bonne chose que des générations aient été vaccinées pour qu'on soit 10 milliards aujourd'hui? Est-ce que, tu comprends, en quoi j'ai voté de différentes façons, par mes opinions, par mes paroles, en quoi j'ai participé à ce dragon qui se présente aujourd'hui dans l'humanité et qui répand son souffle putride? Parce que c'est très important de voir ce qui, à l'intérieur de nous, appartient à ces propos, à ces lois, à ces obligations, aux paroles des gouvernants, à ces idées, aux discours médiatiques dominants. Il faut le voir à l'intérieur, c'est vraiment important, sinon on peut tomber dans le panneau de se dire qu'on est des victimes, que c'est injuste, que ça ne devrait pas arriver, etc. Nous sommes tous participants de ça. Tu vois, on pourrait faire un examen de conscience si on vivait ensemble, mettons, on est à Paris en 1945 à la Libération et on nous informe que tous les Juifs qu'on a vus partir de notre quartier en fait ont été assassinés, etc. Eh bien là, on devrait faire ce travail de se dire, mais est-ce que moi-même j'ai tenu des paroles en disant il y en a marre, il y a trop de Juifs, on devrait les virer de France, des choses comme ça? Est-ce que j'ai participé par mes paroles, par mes attitudes? Est-ce que j'ai rigolé en lisant des articles très antisémites et tout ça? Est-ce que j'ai participé à ça d'une façon ou d'une autre? Alors je sais que c'est un sujet complexe et qu'il y a à boire et à manger dans tout ce qui est raconté, hein. Je ne veux pas schématiser. Mais quand même, on devrait, parce que dans le fond, ce qui est important pour la vie de ton âme, n'est pas ce qui se passe à l'extérieur dans les médias ou dans la rue. Ce qui est important, c'est toi, ton processus intérieur, toi-même. C'est de là que doit partir le centre. Sinon, nous ne pourrons jamais avoir un monde qui change ou qui soit réellement différent si sans arrêt nous sommes concentrés sur l'extérieur en disant le président, le Premier ministre, l'Assemblée, les députés, les sénateurs, l'Organisation internationale mondiale de la santé, les multinationales devraient être différents. Tu comprends, c'est un discours complètement absurde, déresponsabilisant, bébé, infantile, immature, complètement. Si nous marchons sur un chemin d'éveil spirituel, c'est pour récupérer notre pouvoir. Or, il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité, donc sans maturité intérieure. Donc il faut reprendre, dans tout ce qui arrive en ce moment, il faut reprendre notre responsabilité. Si en 1917, un homme a vu clairement ce qui allait se passer, comment la chimie industrielle, l'industrie pharmaceutique, les vaccinations allaient se transformer avec le temps. Parce que une volonté matérialiste, une vision du monde uniquement matérialiste, rentrait à l'intérieur de ces méga conglomérats, les Allemands sont bien placés pour en parler, hein. Bayer, BASF, ce sont des géants industriels. C'était déjà en train d'être pris complètement par ces forces que Rudolf Steiner appelle harrimaniennes, de Harriman, c'est-à-dire l'homme uniquement matériel. On pourrait parler dans l'œuvre de Tolkien, on pourrait parler dans Le Seigneur des Anneaux de Sauron, un être, le nécromancien, c'est-à-dire celui qui lit l'avenir et la science uniquement dans ce qui est mort, donc la vision matérialiste. Je vais en parler d'ailleurs sur ma plateforme de formation. Bientôt, je vais parler d'un texte comme ça, très très intéressant sur le nécromancien. Donc, si en 1917, Rudolf Steiner a été capable de voir ces influences, c'est que déjà, c'était clair et c'était scellé. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Parce que ce n'était pas un médium, Rudolf Steiner, qui lit dans énormément d'influences qui sont très changeantes. Il n'a transmis des informations que pour ce qui était planté, enraciné et qui commençait à sortir de terre. Irrémédiable. Donc, s'il l'a vu, c'est que déjà l'Europe entière avait pris la posture qui correspondait à ses forces, à ses énergies. Les humains, déjà en 1917, avaient majoritairement, donc on parle de l'opinion publique, on parle de... Majoritairement, les humains avaient cette attitude par rapport à la science, à la médecine, aux découvertes, au progrès,
Et donc au fruit du progrès, les vaccins, les médicaments, toute la science médicale en général, et les gouvernements, les humains avaient déjà cette posture d'être à genoux et de prier. Majoritairement, les humains en Occident priaient le Dieu progrès. Ainsi, il était déjà inscrit que les humains se soumettraient au Dieu progrès. Or, ce que nous appelons le Dieu progrès, c'est une vision de l'homme complètement sans âme. Mais, donc le but, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, c'est-à-dire la fusion de la technologie, de l'intelligence artificielle avec le biologique, l'organique, le corps de l'homme. C'est déjà en cours à plein de niveaux. Mais pour faire ça, il faut enlever l'énergie animatrice d'un corps. Parce que si un corps est rempli d'âme, une autre énergie animatrice ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je vais te donner un exemple simple. Quand tu dois faire un truc et tu es pressé, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un texto ou tu as une des 1 million de notifications qu'on reçoit par jour sur les téléphones, joli petit chaton sur Instagram a posté une nouvelle photo de petit chaton trop mignon, tu as une notification. Si tu n'as rien à faire, tu vas regarder. Si tu es affairé, tu as quelque chose à faire, tu es en mouvement, tu ne vas pas regarder. Donc l'énergie animatrice qui veut rentrer dans ta vie pour te dire « regarde, il se passe ça », elle dépend de ta façon, de ta posture de réception. Si tu fais quelque chose, que tu es rempli d'une énergie animatrice et que tu as un projet de vie et que tu es en train de le réaliser, tu ne peux pas être fécondé, être touché par une autre énergie animatrice parce que tu es déjà rempli d'une énergie animatrice, donc d'une âme. Âme vient du latin anima, ce qui t'anime, tout simplement. Pour que l'intelligence artificielle et la technologie matérialiste puissent rentrer à l'intérieur de nos vies, elle a besoin d'un vide. Donc elle va tout faire pour d'abord nous vider, afin de pouvoir se mettre à la place. Et en 1917, il y a une masse critique énergétique qui est atteinte dans l'égrégore de l'Occident, d'écœurement, de découragement, de dépression, de désespoir, de doute sur l'humanité, de remise en question de ce qu'est un homme, de ce qu'est un humain, de renoncement, parce que je ne vais pas parler de la Première Guerre mondiale en détail, mais c'est là la charnière, donc il faut le comprendre pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe, parce que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence directe de ce qui s'est passé à ce moment-là. On a dit aux humains, venez vous battre, nous les Allemands, on est les meilleurs, on a raison, quelque part Dieu est avec nous, la baraka, le destin est dans notre dos, nous sommes légitimes, les autres disent la même chose, et finalement, on va écœurer les êtres, on va leur faire n'importe quoi, on les anime d'un mensonge avec une fausse lumière qui clignote, la gloire, le courage, l'héroïsme, protéger nos femmes et nos enfants, protéger nos terres, vaincre, récupérer l'Alsace et la Lorraine par exemple pour nous, en tout cas, vous voyez, tout ce genre de choses. Puis finalement, le voile tombe et en 1917, tout le monde se rend compte que c'est une arnaque, que c'est ignoble, que c'est horrible, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est complètement, on s'est fait entuber, que l'être humain, donc on commence à parler de chair à canon, on commence à dire que voilà, ça ne sert à rien, les humains sont rien, et si tu veux, on raccroche les wagons de la révolution industrielle où beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans des usines à faire toujours le même geste et avoir l'impression d'être broyés dans un monde ouvrier et à ne plus être dans leur créativité, leur pouvoir, leur propriété privée et leur propre gratification. Ils se sont retrouvés employés à la chaîne et dans une ville avec l'anonymat, ils sont interchangeables, hein, nul n'est irremplaçable. Tu vois, tout cet état d'esprit arrive dans l'humanité où finalement on doute de l'être humain et de sa valeur, de sa dignité. Et on va arriver après à toute la culture
qu'il y a après-guerre, avec la déstructuration. Bon, j'en ai parlé déjà dans plusieurs cours et conférences. La déstructuration de l'art, par exemple, l'abstrait, ce qui n'a pas de sens. On cherche, par exemple, ce qui n'a plus de sens. On déstructure les arts, on va déstructurer la littérature. On quitte complètement les anciens modèles parce qu'on se dit que finalement c'était pas vrai, c'était un mensonge, c'était des mythes, on nous a fait croire, mais finalement il n'y a rien. Et une attitude intérieure très matérialiste prend le dessus et gagne la majorité des populations. Donc après, vers quoi on se tourne ? Eh bien, on est complètement tourné vers les réponses que donne la science, parce que finalement, vu que l'humanité n'est rien, qu'elle vient du néant et que tout ce qu'elle a entretenu avant, comme espoir, comme valeur, comme, tu vois, la bravoure, la chevalerie, la dignité, bon, toutes ces choses-là finalement ne sont rien. Eh bien, quel est le sens de la vie sur la Terre ? Simplement de progresser, de faire de nouvelles découvertes, de vivre le mieux possible le plus longtemps, de ne pas mourir, de ne pas tomber malade. Et finalement, qui a la solution et qui a les outils concrets pour ça ? Eh bien, c'est la science. On a ensuite les grandes campagnes de vaccination. On va nous dire, voilà, on a vacciné 500 millions de personnes. Grâce au vaccin, il n'y a plus la polio, il n'y a plus ceci, il n'y a plus de, je sais pas, de tétanos, de pneumonie, non pas de pneumonie, de tuberculose. Bon. Tu regardes, on a toutes ces décennies où l'avenir semble radieux, où le soleil se lève et finalement la vie va être merveilleuse et belle. Et ça finit bien sûr dans les années 70-80, il y a comme un épuisement de ce mouvement. Mais l'homme reste un petit peu sur cette lancée. Et depuis, je trouve 20-30 ans, même s'il y a toujours eu des êtres qui ont été en défiance par rapport à tout ça, Rudolf Steiner est un excellent exemple parce que il a essayé de ne pas tomber dans ce piège, parce qu'il savait bien où ça allait amener, vers une matérialisation. Il a tout fait pour dire que la science devait être spirituelle, que par exemple, il y avait des ondes de forme qui, par le corps éthérique, formaient l'homme et permettaient au corps physique d'être relié au corps astral, c'est-à-dire aux influences du cosmos. Il y a donc le corps éthérique qui est l'interface de communication entre le physique et les astres. Tu sais, par exemple, quand tu fais la chiromancie, on te dit alors il y a le monde Vénus, il y a le monde Jupiter, Mercure, le monde la Lune, etc. Bon. Mais c'est réel, c'est-à-dire que vraiment, la planète Vénus physique a une énergie vibratoire qui vient se placer dans ta main et qui correspond en réalité à toute une partie de ta vie, de ton tempérament, de tes relations. Vénus agit sur ton corps physique. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui séduit facilement, qui a beaucoup qui va facilement attirer un certain regard de désir, est très relié à l'énergie de Vénus et la rayonne. Il la rayonne comment ? Il la rayonne jusque dans son corps physique, qui devient objet de désir. Si l'énergie de Vénus peut arriver jusque dans le corps physique, c'est parce qu'il y a ce corps éthérique intermédiaire par lequel les influences peuvent rentrer jusque dans le corps physique, le toucher et émaner. On va dire quelqu'un est jupitérien, bon, des choses comme ça, tu vois. Donc le corps éthérique, il est absolument essentiel. À partir du moment où tu animes un être, tu lui fais faire quelque chose, tu t'empares de son animation, et tu vas pouvoir le remplacer par une autre. Mais pour faire cela, bien sûr, tu as besoin que son corps éthérique, donc son interface énergétique, soit en correspondance. Je vais te donner un exemple simple. Il y a des gens qui vivent très près de la Terre. Ils sont sur le plancher des vaches, des fois au sens propre, ils sont dans le concret, dans le matériel, ils sont en relation immédiate avec la matière. Va voir ces êtres-là et parle-leur de choses théoriques, lointaines. Bien souvent, ça ne les intéresse pas. Parce que eux, ce qui va leur parler, c'est la Terre et les expériences physiques immédiates, le changement de saison. Tu vois, ça va leur parler plus que si toi, tu leur expliques des choses qui peuvent leur sembler lointaines. Parce que ces êtres-là ont un corps physique rempli d'énergie éthérique qui vient de la Terre. Et donc, si tu veux les manipuler, tu vois par exemple ici où j'habite, j'ai entendu des hommes très simples,
Très très simple. Pas des êtres qui ont été à l'école longtemps, pas des êtres qui se renseignent beaucoup sur Internet, ils n'ont même pas d'ordinateur, même pas d'Internet. Pourtant, quand des gens sont venus il y a quelques mois leur parler de cette maladie, etc., leur dire elle est très dangereuse et tout, ils ont été tout de suite très circonspects. Et avec le temps et les semaines et les mois qui passent, plus ça va, moins ils adhèrent à tout le discours dominant que tiennent les autres personnes dans la rue qui leur parlent. Et pourtant, ce sont des êtres, je te répète, qui ne sont pas du tout bourrés par les médias, ni Internet, du tout, du tout. Au contraire, ils passent leur temps dans les champs d'oliviers, à la chasse, à leur culture. Eh bien, ils sont tellement emplis d'énergie du réel, de la terre, de la nature, que quand on leur parle et qu'on répète les discours médiatiques, ça ne les touche pas. Ils ne sentent pas, ça ne résonne pas. Ça serait ça le bon mot, tu vois. Il n'y a pas de résonance. Donc, et tu vois, du coup, tu comprends que lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale ici, qu'il y a eu des invasions et tout ça, ce sont des êtres qui sont restés relativement imperméables au changement du temps, au passage du temps. Ils sont beaucoup moins sensibles à un discours de vente, à des peurs qu'on veut leur transmettre par rapport à des choses qui leur semblent pour eux complètement abstraites et théoriques. Donc, comment on peut faire pour, tu vois, si par exemple je veux m'approcher de ces hommes-là et leur implanter une idée en tête, tu vois, les faire bouger, leur dire « prends ton fusil, viens te battre pour libérer l'Alsace et la Lorraine ». Bon, en l'occurrence, ce ne serait pas ici, mais tu vois, comment tu ferais pour que ces êtres adhèrent à ton discours de vente et que tu leur dises bah, « il faut absolument te faire vacciner, il y a une maladie mortelle très grave ». Lui, il va te dire « écoute, moi je regarde autour de moi, puis je ne la vois pas ». Tu comprends, lui n'a pas un accès direct. Et comme il est beaucoup moins réceptif à ce genre d'informations, parce que son corps éthérique est très puissant et très terrestre, terrien, tu vois l'idée? Donc ça veut dire que il faut affaiblir le corps éthérique des humains pour pouvoir rentrer encore plus comme une énergie animatrice et les faire se déplacer. Va dire à quelqu'un qui vit de sa terre, tu sais, on peut faire une convention collective avec le syndicat et puis aussi il y aura un comité d'entreprise pour que tu aies des tickets restaurants et des chèques vacances pour aller dans des colonies de vacances qui nous appartiennent au bord de la mer. Et on va négocier ton temps de travail et par contre on va revoir ton salaire, il va être maintenant fixé. Tu ne pourras pas gagner plus, dépendamment de ton travail, ton salaire va être fixé. Par contre, je te fais une grille et je te garantis qu'à ta retraite, tu vas gagner tant, avec des points d'augmentation, etc. Des évaluations de l'inspecteur. Il va t'envoyer balader avec son fusil. Hein. Il ne veut pas entendre parler de ça. Lui, il veut être libre, responsable et autonome et avoir ce qui lui vient de son propre travail. Il a une dignité dans ses mains et une force de travail. Donc, si tu veux l'animer, tu dois l'affaiblir. Tu dois le rendre de plus en plus dépendant. Et donc tu comprends où je veux en venir, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, où finalement on veut nous faire faire des choses que nous ne voulons pas forcément, qui ne nous sont pas nécessairement justifiées ou pertinentes. Pas dans tous les cas, hein, en tout cas. Comme par exemple, inoculer 13 maladies à nos nouveau-nés n'a aucun sens au niveau médical, n'a aucun sens. Simultanément, tu comprends, ça n'est pas... Et puis quand on regarde maintenant à quoi ressemble un produit qui vise à la vaccination, c'est loin de la théorie naturelle de la vaccination, qui est un processus naturel. Donc, Rudolf Steiner explique que lorsqu'il dit dans le futur, il parle en 1917. Et je pense que ce processus a été mis en place à un niveau subtil en 1917. Quelle a été la vaccination massive qui a été inoculée à l'Occident en 1917? C'est la violence, le néant de l'humanité. C'est-à-dire qu'un homme n'est rien qu'un morceau de viande qu'on peut faire sauter dans une tranchée à Verdun. C'est une maladie, ça. Penser que l'être humain n'est rien, qu'il est remplaçable, qu'on peut envoyer 10 000 hommes à la boucherie comme ça sur un caprice d'un officier, que tu comprends? C'est une maladie grave. Un découragement, tu vois, décourager, c'est ne plus avoir de cœur à l'intérieur. C'est une maladie. Eh bien,
l'humanité a été vaccinée, c'est-à-dire qu'on a inoculé à tout l'Occident, on a inoculé cette maladie à l'intérieur. Non pas pour qu'elle en soit préservée, mais pour qu'elle soit habituée à vivre avec. Donc, ce que décrit Rudolf Steiner, qu'un vaccin va venir, qui aura pour but d'enlever le corps éthérique de l'homme, pour que son âme ne puisse plus vraiment l'animer, a déjà eu lieu de façon subtile, mais collective au niveau de l'égrégore de l'Occident, à partir de 1917. Et c'est ainsi qu'on a pu arriver à tout ce qui a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, par cette inoculation de plus en plus importante. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, mais qui est complètement un mythe, on est d'accord, c'est les 30 pieds sous terre, le creusage. On a donné le change en montrant à l'humanité une sorte comment on pourrait dire ça, une sorte d'hystérie, de transe, c'est plutôt une sorte de transe avec ce qui a semblé être une augmentation du confort, une augmentation de la production de biens, une augmentation de l'équipement et du progrès de la vie sur Terre, et vraiment du confort. On avait dans les 30 Glorieuses, jusque dans les années 80, une espèce de sentiment que ça ne s'arrêterait jamais, qu'on irait toujours vers plus de progrès, que tout le monde aurait des machines à laver, des frigidaires, des voitures, de l'électricité, des salles de bain, etc. Et que c'était la récompense à la perte que nous avons vécue de la vie d'avant et des choses que nous vivions avant. Donc ça aussi, c'est un processus de vaccination qui modifie notre perception des choses. À ce moment-là, nous sommes de moins en moins reliés aux étoiles, au cosmos, à notre âme, à notre destinée, et nous vivons de plus en plus dépendants des choses physiques qui nous animent et qui nous apportent des sensations. Tu vois, avant, peut-être encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins fréquent, les humains vivaient des sentiments propres aux saisons. Et les saisons, le passage du temps, une tempête, une journée de beau temps, un jour de gelée, l'odeur des champignons qui sortent, c'est la saison, le goût de la châtaigne à l'automne dans les régions. Tu vois, toutes ces choses-là, les fleurs de pommier au printemps, tu comprends tout ça, les embruns, tout ce que nous pouvons vivre sur la Terre. Quand tu as semé ton champ et que tu vois que ça commence à pousser, tout ça, nous vivions avec, et c'est ce qui nous animait, c'est ce qui nous provoquait des sensations en permanence. Aujourd'hui, tout ça est remplacé par un monde matériel dont nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants des réseaux sociaux pour avoir des émotions, pour avoir des idées, pour avoir des informations même. Tu vois, si nous éteignons les canaux d'information, la plupart des humains, ils vont te dire qu'il ne se passe rien dans leur vie, parce qu'ils ne sont plus du tout au courant de ce qui se passe dans leur vie réelle. Ils ont besoin d'un monde matériel pour les animer, et ils sont animés. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous expérimentons une animation qui vient de toutes les obligations que nous vivons en ce moment, avec cette grosse grippe. Et les obligations, on peut faire ceci, on ne peut pas faire cela, tu peux faire cela, mais à telle condition. L'ensemble, de faire scanner son code, d'avoir un carnet d'obligations vaccinales pour être à jour et tout ça. Tu comprends? Un ensemble de choses viennent nous animer. Et là, nous nous choquons. Et nous disons, mais je ne veux pas être animé par cela, je veux être animé par ce que je veux moi. Mais ça fait des décennies et des générations que de moins en moins l'animation vient de l'intérieur et qu'elle vient de plus en plus d'obligations, d'un ensemble de lois, de réglementations. Quand on nous dit tu peux rouler à 50, tu peux rouler à 30, à 50, à 70, 80, 90, non 80, 100, 110, non 130, non, tu dois freiner, tu dois t'arrêter, tu dois... Sans arrêt, on nous anime. Regarde-toi quand tu roules, un panneau de vitesse t'anime, te fait aller plus ou moins vite. Tu es animé de l'extérieur. La peur du radar qui peut détecter que tu vas trop vite et que tu dois payer une amende, t'anime. On te dit, c'est le moment de faire ceci. On te dit, par exemple, ça y est, tu es en vacances.
Mais peut-être que ton corps n'est pas en vacances, que tu n'as pas besoin de vacances à ce moment-là. Peut-être que quand tu auras besoin de vacances, on te dira non, c'est pas le moment. Tu ne peux pas être en vacances maintenant. Tu es sans arrêt animé par un monde extérieur. Et tout ça détruit sans arrêt ton corps éthérique parce que ton corps, du coup, n'est plus en relation avec ton âme. Parfois, tu le sens, tu aurais énormément besoin de faire un break dans ta vie, de t'arrêter pendant 1 an et d'être tout seul. Tu peux le sentir, mais tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que tu es animé, non pas par ton âme, mais par un monde artificiel. Pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui, ton âme pourrait t'animer, alors que ça fait des décennies qu'elle ne t'anime que très peu ? Et maintenant, nous nous choquons parce que tout d'un coup, l'animation qui nous vient de l'extérieur, elle ne nous plaît pas. Mais c'est trop facile. On nous a fait prendre des petits chariots, aller dans les supermarchés et remplir nos caddies de produits artificiels fabriqués par des industriels pour leurs propres bénéfices, en détruisant des endroits. On nous l'a fait faire déjà. Donc finalement, quand tu regardes ce processus de vaccination dont parle Rudolf Steiner, une vaccination, c'est une inoculation d'une maladie pour créer une habitude qui fait que tu ne vas pas avoir une hyper-réaction au contact d'une maladie. Cette vaccination, ça fait des décennies qu'elle est en cours, à plein de niveaux de notre être. Nous avons été vaccinés contre la perception directe de la nature, par nos cours de Sciences et Vie de la Terre, SVT. Nous avons été vaccinés contre tout un tas de choses par toute l'organisation de nos sociétés artificielles. Et donc, de mon point de vue, tout ce qui est industrie pharmaceutique, alors médicaments, vaccins, ce qu'aujourd'hui on appelle médicaments et vaccins, n'est que la matérialisation ultime d'un processus qui est global et général dans nos vies. Tu vois par exemple, nos paternités, nos maternités nous sont enlevées par le fait que nos enfants sont éduqués par des gens payés pour l'être. Je ne veux pas généraliser, c'est comme tout un autre sujet et il y a énormément d'exceptions. Mais le mouvement général n'a pas de justification. Tu sais que dans les fermes, les gendarmes sont allés avec des fusils et ont menacé de tuer les parents qui ne voulaient pas laisser aller leurs enfants à l'école. Ça a été extrêmement violent. Il y a eu plein de choses comme ça. Donc, ce dont parle Rudolf Steiner est un processus qui en réalité est à l'œuvre depuis bien avant 1917 et depuis 1917 de façon structurelle à l'intérieur de tous les Occidentaux dans leur incarnation. Et quand je parle d'Occidentaux, je parle même de personnes qui ne vivent pas en Occident physiquement, mais qui occidentalisent leur mode de vie et leur culture. Pour savoir si tu es occidentalisé, c'est très simple. Regarde tes grands-parents. Si tu vois qu'il y a une différence culturelle, de mentalité, c'est que tu es occidentalisé. Parce que cette vaccination toxique, matérialiste, nous, tu sais comment nous l'appelons au quotidien ? Le progrès. Ce que nous appelons le progrès, en réalité, n'est qu'une progression pour l'être matérialiste qui veut rentrer à l'intérieur de l'homme pour s'incarner parce que lui-même n'a pas de corps. Sauron, dans Le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, Sauron, c'est le nécromancien, n'a pas de corps lui-même. La terre ne lui en donne pas. Il a donc besoin de s'incarner comme un vampire à travers différents hommes qui vont le porter. Tu vois, par exemple, on tape beaucoup sur Bill Gates. Bill Gates porte des idéaux, une vision du monde, il a des certitudes dans son cœur, il a des désirs dans sa volonté et il a fait des actes qui viennent, du point de vue essénien, d'un autre être. Et il lui-même se met à son service parce qu'il a adopté cet idéal et il pense que ce qu'il veut est un idéal et que c'est pour le bien de l'humanité ou d'une partie de l'humanité. Et quand tu regarde-toi toi-même, tu fais ça aussi. Toi-même, tu adoptes des idées, des façons de voir, parce que tu penses, tu as jugé, tu as estimé que c'était bien. Ou peut-être que tu ne t'es pas encore posé la question, c'est simplement qu'on t'a appris ça et que du coup, tu le fais toi aussi. Moi, on ne m'a jamais demandé de réfléchir si vraiment ce qu'on a appelé la révolution verte dans les années 50-60, c'est-à-dire par exemple d'avoir, je ne sais pas moi,
apporter des engrais dans les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, apporter des engrais, des tracteurs, des moissonneuses et de démultiplier la production agricole pour nourrir des populations, en parallèle de la vaccination de masse, pour finalement arriver à des pyramides démographiques, des pyramides des âges qui sont de cette forme-là, c'est-à-dire qu'on prévoit je ne sais plus combien de milliards d'habitants en Afrique dans pas longtemps. On ne m'a jamais demandé si c'était bien, ou de réfléchir même en me posant la question. On m'a appris que c'était le progrès et que c'était comme ça. Mais finalement, je pourrais très bien m'interroger pour savoir pourquoi, comment, est-ce que c'est bien. Tu vois, on nous dit par exemple aujourd'hui, il y a une dénatalité en Europe. Les Européens ne font plus assez d'enfants, il y a un vieillissement de la population. Donc, ça justifie certaines options. Mais on ne m'a jamais demandé, si tu regardes, hein, on ne nous demande pas de réfléchir si c'est bien ou pas bien. On nous le dit tout de suite comme si c'était un problème. Mais pour qui est-ce un problème qu'il y ait moins de natalité en Europe? Pour qui? Pourquoi est-ce que les habitants d'Europe devraient être de plus en plus nombreux? Qu'est-ce qui est sous-entendu dans ces paroles qu'on nous balance comme ça? Donc quand Rudolf Steiner fait cette prophétie, pour moi, il parle d'un processus qui a lieu à plusieurs niveaux et dont les médicaments et les vaccins physiques sont l'aspect le plus dense, mais qui a déjà lieu dans nos pensées. Dans nos pensées. On nous inocule des choses dans les pensées. Tu vois, on nous inocule des choses dans les yeux, c'est évident. Regarde aujourd'hui, parle à des jeunes. Parle à des jeunes de 20 ans. Tous ont vu beaucoup de films d'horreur. Beaucoup. De ma génération, moi en plus, bon, moi j'ai jamais vraiment aimé ça, alors j'ai dû en voir un dans ma vie, sérieusement. C'est pas mon truc. Mais par rapport à ma génération, aujourd'hui les jeunes en ont déjà vu beaucoup, beaucoup plus. Ils ont été beaucoup plus inoculés, familiarisés avec de la laideur, de l'horreur, de la monstruosité. C'est un processus de vaccination des sens pour être accoutumé à quelque chose. Donc la disparition du corps éthérique dont parle Rudolf Steiner, elle est tout à fait réelle, mais elle est déjà largement en cours. Pour que autant d'êtres humains vivent dans les villes, connectés à leur téléphone avec une vie virtuelle et une vie physique tout à fait nulle, insignifiante, inintéressante, rébarbative, dure pour leur corps. Le corps déteste l'inactivité, la nourriture industrielle et tout ça. Le corps n'aime pas tout ça. Le corps a besoin de contact avec la nature, d'activité, de projet, d'orientation, d'enthousiasme. Donc le fait de pouvoir vivre d'une façon comme ça, entouré de plastique, sans aucun contact avec la lumière, avec les saisons, c'est que déjà il y a une énorme désensibilisation de l'être humain. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une des étapes à laquelle nous sommes préparés depuis longtemps. Et si tu ne le vois pas, si tu ne vois pas de quelle façon tu as validé et tu as accepté tout ce processus dans ta vie à toi, alors ça ne, pour moi, hein, je te dis honnêtement ce que je pense, ça ne sert à rien de t'énerver contre l'actualité mondiale. Alors, est-ce que nous sommes des victimes? Nous avons été placés là. Tu sais, on ne vit pas tout seul. C'est trop facile. Tes parents t'ont mis au monde, pour la plupart d'entre nous, nous ont mis au monde, ils se sont occupés de nous. La société dans laquelle nous sommes nés s'est occupée de nous, nous a éduqués, nous a nourris. Moi, j'ai été nourri d'agriculture issue de la Révolution verte et de la modernisation, le remembrement qu'on a fait en France dans les années 60-70. Moi, j'ai été alimenté physiquement par des céréales produites sur des méga champs nouveaux, des nouveaux champs qu'on avait créés. Tu comprends? J'ai moi-même mangé des choux-fleurs qui venaient de Bretagne et qui étaient produits. Regarde un peu l'actualité des années 70. Les paysans bretons étaient désespérés. Même aujourd'hui, il y a des taux de suicide dans l'agriculture. J'ai été nourri de ça. C'est ce qu'on m'a donné à manger. Des choux-fleurs qui ne valaient plus rien, où les paysans les jetaient parce que ça leur coûtait moins cher de les jeter que de finir de les produire. Le lait, vous vous souvenez, les manifestations d'agriculture qui jetaient des litres de lait. Aujourd'hui encore, on jette. Moi, j'ai déjà vu des vergers de pommiers
Après la saison de la récolte, tu y vas au mois d'octobre-novembre, tu vois des montagnes de pommes recouvertes de pétrole, on jette du mazout dessus pour que personne puisse les manger, les récolter, parce qu'elles sont tachées, parce qu'elles sont trop grosses, trop petites. Voilà. J'ai mangé, moi, des pommes comme ça. On m'a alimenté de ça, on m'a nourri de ça. Et ça, c'est juste dans le niveau physique. J'ai été alimenté intellectuellement, j'ai été alimenté culturellement par tout ce monde-là, qui m'a progressivement habitué, désensibilisé, vacciné contre certaines choses. Donc Rudolf Steiner décrit un processus global dont il y a déjà eu des aboutissements. Simplement, pour X raisons, ça ne nous a pas, la plupart d'entre nous, on n'a pas été aussi choqués et ce n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Tu sais, quand tu te fais arnaquer, quand tu te fais voler, quand tu te fais agresser, le moment où ton voleur, ton arnaqueur, ton agresseur se montre en plein jour et ne cache plus ses agissements, c'est le moment où de toute façon les jeux sont faits, il te tient. Tant qu'il ne t'a pas entièrement ficelé, il va cacher son jeu. Il va avoir des arguments, il va ne pas te dire les choses telles qu'elles sont. Si aujourd'hui nous voyons de plus en plus clairement la pseudo-démocratie, enfin cette farce, la construction de l'Union européenne par exemple comme une dictature, le gouvernement mondial, l'émergence de tout ça, si nous voyons de plus en plus clairement les grosses ficelles de la finance, etc., c'est qu'ils n'ont plus besoin de se cacher. L'Occident est fait, ficelé, ligoté. Quand tu n'es plus animé par ton âme, donc par ton corps, ce que Rudolf Steiner appelait le corps astral, bon, c'est une partie de l'âme, tu n'es plus animé par toutes ces influences dans lesquelles vraiment ton âme profonde va pouvoir s'exprimer. Si tu n'es plus animé par cela, parce que tu n'as plus le corps éthérique qui correspond, etc., tu vas toi-même être à genoux en train de demander au monde artificiel de t'animer. Tu vas le demander. Tu vas demander la béquille. Tu es transformé en mendiant, en esclave, en ouvrier, dans le mauvais sens du terme, tu vois. Tu n'es plus un humain libre, autonome, qui chasse, qui pêche, qui cultive, qui a une autonomie. Donc, cette prophétie de Rudolf Steiner, pour moi, est très très claire. Je ne pense pas qu'il faille s'affoler aujourd'hui comme si c'était ce vaccin contre la grippe spécifiquement qui commençait à être dangereux. Je pense que, tu vois, le processus de vaccination est connu depuis la nuit des temps. On sait très bien que, par exemple, un enfant qui est en fin de maladie, on peut le mettre en contact avec les autres enfants pour qu'ils attrapent peut-être la maladie, qu'ils soient désensibilisés par une version atténuée et qu'eux-mêmes développent leur immunité. On connaît, ces processus sont connus depuis la nuit des temps. Les médecins hippocratiques connaissaient tout ça. Donc, la vaccination en soi n'est pas du tout négative. C'est un faux débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination? Mais on est pour tout le monde. On veut être vacciné dans la vie. Tu as un ami qui tombe dans un trou. Ben après, toi-même, tu es vacciné sur ce chemin. Tu te dis, OK, quand je passe là sur ce chemin, il faut que je fasse attention parce que l'autre fois, il est tombé, il s'est cassé la jambe. Ce passage est dangereux. Tu es vacciné contre quelque chose. Je sais pas, moi, tu as des amis qui vivent des mésaventures, tu te dis, OK, bah, je suis vacciné, ce truc-là, non, c'est bon, moi, j'ai pas envie de faire la même erreur, je vais faire plus attention, je vais contourner l'obstacle. Nous sommes pour la vaccination. La vie n'est qu'une grande expérience de mise en contact avec des forces, des énergies, des états de conscience, des personnes, des milieux, des environnements, des expériences de vie en général. Ce n'est qu'une grande expérience de contact avec la vie. Il ne s'agit pas de ça. Ce mot même, il est complètement usurpé, déformé, transformé par une industrie qui a transformé ça en un produit final. C'est comme le mot médicament. Hippocrate dit que l'aliment soit ton médicament. Il utilise le mot médicament. Aujourd'hui, va dire à Sanofi que les carottes sont des médicaments. Ils vont rigoler. Ça ne correspond pas à la définition, j'imagine, dans l'Union européenne et le cahier des charges. Tu ne peux pas, sur un marché primeur, vendre des plateaux, des cajots de carottes en disant médicament. Tu n'as pas le droit. Le mot médicament a été usurpé, volé, transformé.
Et aujourd'hui, si tu dis il me faut des médicaments, tu veux dire qu'il te faut des produits chimiques issus de l'industrie pharmaceutique. Le mot pharmacie est usurpé, le mot santé, le mot... bon, voilà, Organisation mondiale de la santé, on sait très bien que c'est une blague. Donc, tu peux dire en toute sérénité à tous les gens qui t'entourent, mais moi je suis pour la vaccination, je ne suis pas du tout contre. Moi en tout cas, je suis pour la vaccination. Simplement, je ne suis pas certain que les versions industrielles de production de liquides vaccinaux soient faites dans mon intérêt pour des bonnes raisons et selon des bons critères. J'ai des gros doutes. Et ce texte de Rudolf Steiner ne m'affole pas plus que ça, parce qu'en réalité, je baigne dans un vaccin, dans une baignoire de vaccination industrielle, organisée à mon désavantage pour tuer mon âme depuis que je suis né. Alors moi, il se trouve que quand j'étais à l'école et quand j'étais petit, je savais, je percevais, je pressentais, même si j'aurais pas forcément pu l'exprimer comme je peux le faire à mon âge, mais je pressentais très clairement ce que décrit Rudolf Steiner. Mais je le voyais à travers énormément de choses. Donc, finalement, c'est pour ça que peut-être je m'affole moins aujourd'hui. Maintenant, le simple fait que Rudolf Steiner, en 1917, ait prononcé cette conférence devant une assemblée, tu sais qu'il avait des fois 3000 personnes qui venaient l'écouter, hein, de toute façon, c'était un homme hors du commun, c'est un de mes grands maîtres, Rudolf Steiner. Il est très cher à mon cœur et il est très important dans la tradition essénienne, c'est un héros, un de nos héros. Le simple fait que, tu vois, je me dis mon grand-père, où il était où en 1917 Rudolf Steiner était où en 1917 Et il y avait dans la salle des gens qui l'écoutaient. Il y avait des hommes en même temps, peut-être Tolkien en 1917 était à la bataille de la Somme, je ne sais pas, à Verdun. Il était sur le champ de bataille en train de vivre une autre réalité. Toi, aujourd'hui, tu es où et tu fais quoi? Si je te dis, toi, en 1917, tu aurais pu aller écouter Rudolf Steiner, mais tu as participé à une collecte de fonds pour financer et soutenir l'effort de guerre de l'armée allemande. Parce que tu te disais, il faut aider nos soldats, il faut qu'on gagne cette guerre, il faut qu'on réussisse. Et je te dis, tu aurais pu aller écouter Rudolf Steiner, et tu aurais pu même faire des choix de vie en conséquence de ce qu'il explique, mais tu préférais t'aller dans la rue avec une petite boîte, alors tu disais donner de l'argent pour aider nos soldats. Ou tu tricotais des petits bas de laine et des gants et des mitaines et puis des bonnets pour les soldats parce qu'ils avaient froid l'hiver, tu voudrais les aider, tu leur envoyais des colis alimentaires, etc. Ok ? Tu as ces deux possibilités. Bon. Peu importe, c'est passé. Aujourd'hui, il se passe des choses. Et ça n'ira pas en s'améliorant. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu cries au malheur? Tu fais quoi? Sachant que aujourd'hui n'est qu'une journée dans un fil de quelque chose qui a déjà commencé et puis qui va continuer. Quelle est la meilleure stratégie pour toi aujourd'hui? Où tu dois être? Quel est le truc le plus smart, le plus malin à faire pour tirer ton épingle du jeu? Est-ce que c'est de faire des pétitions? Est-ce que c'est de dénoncer? Est-ce que c'est de faire des manifs? Si oui, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu crois que, étant donné que la majorité de l'humanité à l'intérieur, si tu la regardes dans le monde spirituel, tu les vois à genoux en train de prier le gouvernement et l'OMS. Est-ce que tu veux prendre toute ton énergie pour ça, ou est-ce que tu devrais aussi, par ailleurs, préparer demain pour toi-même? Quel va être le meilleur endroit pour être le moins soumis à cet environnement et à cette pression?
Géographiquement, c'est où? Socialement, quel devrait être ton environnement social le plus utile, le plus pertinent pour échapper à la dégradation générale? Est-ce que tu as intérêt à être avec des humains qui n'ont plus ce corps éthérique naturel qui vient de la Terre, qui donc ne sont plus vraiment en résonance avec les astres et les courants cosmiques et qui sont énormément influencés par le monde de l'homme, le gouvernement, les médias, etc. Est-ce que ton intérêt, c'est de fréquenter, d'être entouré de personnes comme ça? Est-ce qu'un terrien qui vit de la terre depuis des générations, qui est énormément relié au sol, qui a énormément de bon sens, la jugeote du renard, tu vois, il a le bon sens du hérisson, il a l'instinct. Est-ce que tu as intérêt à te rapprocher de personnes comme ça? Pose-toi ces questions pour prendre des décisions de vie et pour t'orienter. Ne te contente pas d'être une victime et de te dire c'est injuste, ça ne devrait pas être. Le 7e jour de la création, nous dit la Genèse, Dieu regarde le monde et voit que tout est bien. Comment? Mais comment ça peut être bien, cette espèce de folie mondiale, de gouvernement, de dictature mondiale? Cela est bien parce que cela est voulu par les humains eux-mêmes. Sinon, cela ne serait pas permis. Oui, mais moi je ne le veux pas, il y a beaucoup d'êtres qui ne le veulent pas. Alors qu'ils s'organisent. Ils étaient où, ces humains, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans? Tu vois, Pierre Rabhi vient de nous quitter. Cet homme a été, au Québec, on va dire droit dans ses chaussures, droit dans ses bottes. Peut-être qu'on dit ça en France, je suis perdu maintenant. En tout cas, il a été intègre dans son engagement, jusque dans ses pieds. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de défauts, ça ne veut pas dire qu'il avait la science infuse, ça ne veut pas dire que c'était le Christ réincarné, pas du tout. Il était simplement ce qu'il était, et il a été intègre et honnête, et il n'a pas voulu vivre une autre vie. Il n'a pas voulu faire la concession de ce qui pour lui était le plus important. C'est tout. On peut le prendre comme exemple pour ça. Il a été fidèle à ses convictions, et il a fait les choix de vie, et il les a assumés et portés. Eh bien, je trouve que ça, c'est admirable. Nous étions où, nous, quand Pierre Rabhi a commencé à s'installer pas loin de chez moi on faisait quoi? Tu vois, je parle des fois de José Bové, mon voisin, mais oui. Il a été intègre, il est allé au bout de sa parole, et depuis toutes ces années, alors que tout le monde s'est moqué du mouvement hippie, baba cool des années 70, tout le monde s'en est moqué dans les années 80. Oh, il faut pas être un 68ard attardé, on est revenu de mes 68 finalement, Carrefour c'est très bien, Casino c'est très bien et tout ça. On est quand même mieux, plus heureux, plus facile. Tu comprends? On était où depuis tout ce temps-là? Et si quelqu'un disait « Mon corps appartient à la terre, mon corps a été créé par Dieu, et je ne permets pas à quelqu'un de toucher mon corps contre ma volonté. » Si quelqu'un te disait ça, qu'est-ce que tu dirais? Toi. Si quelqu'un te disait « Je veux mourir maintenant avec mon corps physique, je veux mourir maintenant », tu sais que tu n'as pas le droit, hein, ton corps physique ne t'appartient pas. L'enfant qui sort du ventre de sa mère ne lui appartient pas. Il lui est confié par les lois et réglementations du gouvernement et de l'Union européenne, selon son bon vouloir. Non? Tu vis comme ça depuis longtemps. Pourquoi tout d'un coup tu te choques? Il faut être cohérent. Si quelqu'un te dit « Mon corps a été créé par Dieu, je ne veux pas me faire soigner. Je ne veux pas me faire soigner. Je veux mourir de cette maladie. Je refuse les traitements. Je refuse la transmission sanguine. » Qu'est-ce que tu as déjà dit sur des êtres comme les témoins de Jéhovah qui sont très très intenses dans leur liberté thérapeutique? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu les as critiqués? Est-ce que tu es d'accord avec leur liberté? Tu comprends? Regarde comment toi-même tu te comportes et tu t'es comporté avec des êtres qui ont réclamé une liberté, qui
pour toi te sembler peut-être abusée, abusive, trop. Notre mort ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit de nous tuer, de nous suicider. Nous n'avons pas le droit, c'est interdit. Or, sur quoi devrions-nous avoir le plus de liberté? Quelle est la chose qui est la plus intime, la plus petite, la plus immédiate, la plus proche de nous, sur laquelle nous devrions avoir le maximum de liberté, parce que ça n'embête personne, ce n'est pas la propriété de qui que ce soit, c'est notre corps. Or, notre corps est immatriculé et il appartient à nos gouvernements, qui nous possèdent. Mais non, ils ne nous possèdent pas. Ben si, quand tu travailles, le gouvernement touche de l'argent sur ton travail, tu lui appartiens. Essaye de faire autrement d'ailleurs, tu vas bien voir. Il faut absolument ouvrir les yeux là-dessus, il faut le voir en face, il faut réévaluer notre vie et il faut replacer la question de la vaccination, de la dégradation, la perte de l'âme, avec complètement une autre perspective, beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte. C'est absolument essentiel. Si on veut comprendre le propos de Rudolf Steiner, si on veut aller au bout et au fond de ce qu'il a expliqué, il faut faire cette démarche absolument. Donc tu comprends que, de mon point de vue, la question ne se limite pas au vaccin contre la grippe, la forte grippe ou la pseudo-grippe dont on nous parle actuellement et qu'on veut imposer à tous, même à ceux qui ne sont pas du tout concernés. La question est beaucoup plus large que ça. Donc voilà mon petit commentaire sur cette parole de Rudolf Steiner, cette prophétie qui ne va pas finir en réalité de se manifester de plus en plus et d'aller de plus en plus loin. Alors maintenant que j'ai posé le cadre général avec, j'ai repris un petit peu la prophétie, je vous ai donné un petit peu toute la perspective qu'il faut nécessairement avoir quand on parle de vaccination, quand on utilise ces mots, il faut vraiment essayer de leur redonner du sens et ne pas se limiter à ce que l'industrie pharmaceutique voudrait nous faire avaler, nous faire croire, comme dans les mots santé, maladie, médicaments, j'en parle beaucoup dans ma formation médecine sacrée bien sûr, il faut se réapproprier ces mots pour comprendre comment nous pouvons être pro-vax, simplement, pas forcément dans le sens qui est entendu par une industrie qui n'a qu'un seul intérêt en tête bien sûr, qui est celui des actionnaires. Alors vous m'avez posé beaucoup de questions avec beaucoup de cas de figure différents et beaucoup de niveaux de compréhension et d'impact sur la vaccination et comment faire face avec nos choix aussi, les conséquences de nos choix. Et donc on va voir ensemble quelles solutions sont possibles quand on est confronté concrètement à ce genre de choses.